Contact extraterrestre avec la planète Clarion. Vidéo exposant en résumé le contact extraterrestre avec Clarion, dont le contenu complet est à retrouver dans un article écrit du site contactstellaire.fr. L'été 1952, Truman B. Turrum avait presque 54 ans. Il travaillait comme mécanicien d'équipements lourds, sur un chantier de construction de routes, dans le désert Mojave, entre le Nevada et la Californie, près de Mormon Mesa, aux États-Unis. Il travaillait de nuit. Il avait obtenu le droit d'aller se promener aux alentours s'il le désirait, une fois qu'il avait fini un travail de réparation, et tant que sa présence n'était pas indispensable, en restant joignable pour revenir en cas de besoin. Ses collègues lui avaient dit que l'océan avait autrefois recouvert Mormon Mesa, et qu'on trouvait des coquillages dans le sol d'une colline à côté. Dans la nuit du 28 au 29 juillet 1952, il avait décidé de la visiter à la fin d'une réparation de nuit, à la recherche de coquillages, à la lampe de poche. N'ayant rien trouvé mais très fatigué, il retourna dans son camion 4x4, garé à côté, pour dormir un peu dedans. Il avait indiqué à ses collègues où il était, pour qu'on vienne le chercher, en cas de travail sur le chantier. Au bout d'un petit moment, il est réveillé par des marmonnements autour du camion. Il pense d'abord à des collègues venus le chercher. Mais il ne comprend pas la langue marmonnée. Il voit 8 à 10 hommes de petite taille, entre 1m40 et 1m50. Ils n'étaient pas nains, mais des hommes normalement proportionnés, juste plus petits. Ils n'avaient pas l'air agressifs du tout, mais Truman prit peur. L'un des hommes qui le vit, lui parla dans une langue inconnue. Truman a répondu en anglais qu'il ne comprenait pas, et l'homme a alors répondu en anglais. Truman descend du camion, et voit une soucoupe volante, stationnée à environ 75 mètres de là. Elle est d'apparence de l'acier bruni. Truman serre la main des hommes, qui sont amicaux avec lui, et il leur demande si leur supérieur est quelque part pour lui parler. D'abord Truman a cru que c'était des espions russes. C'était l'époque du macartisme aux États-Unis. Les hommes le conduisent au vaisseau spatial. Ils sont d'apparence latine, avec un teint basané proche des Italiens, vêtus d'uniformes identiques gris un peu semblables à ceux des chauffeurs de la ligne de bus Greyhound pour faire un comparatif, avec des pantalons à revers bleu-gris, une veste de type cow-boy et une casquette du type officier, ne portant ni badge ni insigne. Ils ont les cheveux noirs et des yeux sombres. Leur peau est sans rides ni imperfections, lisse. Ils avaient tous l'air d'avoir entre 30 et 38 ans. En s'approchant du vaisseau, Truman estime qu'il fait 90 mètres de diamètre avec une hauteur de 6 mètres au centre, entièrement lisse. Une porte d'entrée située sur la partie supérieure, accolée à la ligne médiane de la soucoupe, permettait d'entrer, avec des marches. Là on lui présente le capitaine qui est une femme. Elle a un visage svelte de type latin, et paraît avoir 25 ans. Vêtue d'une jupe rouge, chemisier à manches courtes en velours noir, et un béret noir bordé de rouge, des yeux sombres. Sa voix est légèrement hypnotique et chantante. Elle reçoit Truman dans un salon, ils sont assis, et elle l'interroge sur le chantier de construction. Puis, elle explique que des soucoupes volantes appartenant à son peuple ont été vues dans le ciel américain, mais que les récits de peur associés qui parlent de monstres de l'espace et autres sont des inventions, car ce sont eux qui les pilotent et qu'il ne faut pas avoir peur. Elle explique qu'ils viennent de la planète Clarion, qui n'est pas visible de la Terre même avec un télescope, que sa planète est dans le même système que nous et n'est pas connue de nous sous un autre nom, comme Mars ou autre. Truman acceptait difficilement l'idée que quelqu'un puisse venir d'une autre planète. Il a compris que ce n'étaient pas des espions russes. Ils appellent leur vaisseau un chaland amiral. Truman demande quel générateur ils utilisent pour propulser leur appareil. Elle fait comprendre qu'ils se servent de la gravité terrestre, comme source d'énergie et de propulsion. Truman pense avoir eu un échange court, de 30 minutes, mais constate que soudain elle se lève et le raccompagne vers la sortie, et que c'est l'aube. Elle lui dit qu'ils le reverront, il n'a qu'à penser à eux et ils viendront, ils sont capables de lire les pensées. Il voit le vaisseau décoller, en n'émettant aucun son, et disparaître soudainement, alors qu'il s'élevait vers les nuages. Une autre rencontre aura lieu la nuit du 3 août 1952. Truman travaillait sur le chantier à des réparations, lorsqu'il vit dans le ciel comme une météorite filer, en changeant de couleur, du bleu-vert au jaune, puis orange et inversement. La météorite semblait tomber du ciel, et disparut sans un bruit vers le sol, à 800 mètres plus à l'est que sa première rencontre. Il décide de quitter le chantier précipitamment avec son camion, sûr que la soucoupe est revenue.
Il la trouve en plein désert, à 1 kilomètre de la route qui va à Salt Lake City. Elle est en vol stationnaire au-dessus du sol, et il voit les mêmes hommes autour de la soucoupe. Quand il arrive, la capitaine sort, et elle lui fait signe de venir la rejoindre, elle a capté son arrivée. Il est de nouveau dans la pièce salon de l'engin, à converser avec elle, assis sur une sorte de canapé. Au bout d'une demi-heure environ, elle lui indique la fin d'entrevue, et le raccompagne dehors, l'engin repart. Truman regarde sa montre, mais elle s'était arrêtée, à cause des champs d'énergie de l'engin probablement. En prévision d'une autre entrevue, Truman a préparé une liste de questions qu'il garde sur lui, car il ne savait pas trop quoi demander au mystérieux clarionnite. Le 18 août 1952, de nouveau il voit la soucoupe de nuit, et là, elle se pose à 200 mètres de son camion, venant clairement chercher un contact. Il commence par demander à la capitaine son nom, car il ne l'avait pas fait jusque-là. Elle lui dit s'appeler Ora Rance. Il y aura en tout 11 rencontres, et elles ont quasiment toutes été suscitées par Ora Rance. Une seule fois Truman fera un appel télépathique pour les voir, comme elle le lui avait proposé. Il était manifestement surveillé par eux, pour qu'il se montre à lui quand il était seul à pouvoir les voir depuis son chantier, afin de poursuivre le contact. À un certain moment, Ora dit à Truman qu'il est prévu, dans le futur, de l'emmener faire une visite de Clarion. Cette promesse sera renouvelée lors de plusieurs contacts. Le 11e contact du 2 novembre 1952 sera le dernier, sans que Truman sache pourquoi, et sans avertissement à ce sujet, il attendait le 12e qui ne vint simplement jamais. Il est probable que la politique de Clarion quant à la visite de Truman ait changé, et qu'on ait demandé à Ora de cesser le contact. Durant ces 11 contacts, Truman a pu collecter un certain nombre d'informations. Les voici. Leur espérance de vie est de l'ordre de 1000 ans. Ora Rance a l'air d'avoir 25 ans, mais elle a indiqué être grand-mère. Leur peuple et le nôtre sont très similaires, partageant les mêmes sentiments, faiblesses, talents naturels et défis. Mais ils ont adopté une voie moins destructrice que la nôtre. Ils disent qu'il leur faut 2 jours de trajet pour venir de chez eux sur Terre. Leur monde est non visible pour nous selon eux. On peut se demander dans quelle mesure, leur planète est vraiment dans notre système ou pas, est-ce qu'ils gardent le secret de leur emplacement, en faisant croire qu'ils sont voisins ? Il se peut aussi qu'ils soient sur un autre plan dimensionnel, éthérique, tout en étant dans notre système. La question reste en suspens. Toutefois ils disent transiter parfois par Mars quand ils viennent nous voir, que de nombreuses planètes de notre système sont habitées, et sont amicales, et qu'ils sont en partenariat avec ceux de Mars pour la construction de leurs vaisseaux. Donc cela soutient leur localité dans notre système. Leurs vaisseaux sont faits en acier provenant de Mars. Leurs équipages sont constitués de 32 hommes, et avec toujours une femme comme capitaine. Ils indiquent que le principe du voyage spatial est simple, et qu'on est juste passé à côté, mais que cette connaissance sera disponible sur Terre quand on sera en paix. Ils utilisent la force de gravité comme moyen de propulsion, et nous n'avons pas compris ce qu'est la gravité. Ils indiquent que les planètes du système sont emportées dans un vortex magnétique produit par le Soleil, créant des chemins magnétiques entre les planètes. C'est lié à leurs moyens de propulsion gravitationnelle. Ils ont une gravité artificielle dans le vaisseau, et ne ressentent aucune force du vaisseau, quelle que soit leur position, mouvement ou accélération, ils sont toujours comme sur un sol stable. On retrouve la même information qu'avec d'autres contactés, sur une compréhension du magnétisme incluant la gravitation, que les terriens n'ont pas encore compris. Les bombes atomiques, en plus de provoquer un danger de destruction des terriens, provoquent des perturbations dans le vortex magnétique dans lequel est la Terre, pouvant entraver le voyage interplanétaire de tous les mondes de notre système, si on développe des bombes encore plus puissantes. Ainsi tous ceux qui font du voyage spatial dans notre système, sont concernés par notre usage atomique, et c'est pour cela que les soucoupes se montrent en nombre sur Terre depuis notre époque nucléaire, en surveillance, et influencent pour faire cesser leur usage. Ils font partie des rares mondes extraterrestres avancés, qui ont encore un système monétaire. Mais l'argent n'est utilisé que comme moyen d'échange, et ne peut être spéculé, il sert de troc de marchandises. Ils ne l'ont pas utilisé pour créer des inégalités et du contrôle. Il n'y a ni pauvreté, ni richesse. Il n'y a qu'un seul pays. Chacun est formé comme spécialiste dans un domaine d'études, selon ses aptitudes. Les dirigeants sont choisis pour leur sagesse et leur intelligence. Ils voyagent sur leur planète dans des engins à sustentation pilotés par ordinateur, permettant de n'avoir aucun accident.
Sur leur planète ils ont de la nature, des lacs, rivières, océans, des animaux certains semblables aux nôtres et d'autres différents, et des villes. Ils sont plutôt végétariens, bien qu'il puisse leur arriver de manger du poisson semble-t-il. Aura a déclaré aimer pêcher. Leur planète est légèrement plus petite que la Terre. Leurs maisons sont très grandes. Ils n'ont aucune guerre et aucun conflit, une seule race et une seule croyance. Ils ont aussi des commerces, des divertissements comme des jeux, de la danse, quelque chose qui ressemble à la télévision, ils nagent, etc. Ils ne boivent aucun alcool, et ne prennent aucune drogue, ou tabac. Ils n'ont des relations sexuelles que pour procréer, pas pour créer un lien de promiscuité entre personnes. Ils ont des capacités de communication télépathique. Ils aiment faire des célébrations, où ils chantent et dansent, pour apprécier la beauté de la vie. Ils continuent à apprendre tout au long de leur vie, et leur but est d'amener chacun à réaliser son potentiel personnel. L'éducation est pour eux un élément clé, et apprendre à améliorer sa vie est un but pour eux dans leur société. Ils disent que le temps et la distance, tels que nous les comprenons sur Terre, ne sont pas corrects. Concernant la vie sur les autres planètes du système, Truman n'a parlé que de Mars avec Aura. Elle lui a dit que Mars est une planète manufacturière, avec de grosses usines qui fabriquent des équipements, pour Clarion et pour d'autres planètes. La Terre est la seule planète de notre système qui n'a pas le voyage interplanétaire, et dont les habitants créent des guerres et conflits. Il dispose d'un appareil appelé rétroscope, qui permet de voir et entendre les événements de n'importe quel endroit, et n'importe quel moment du passé. Cela leur permet de voir l'histoire à travers le cosmos. Ils s'en servent pour leur éducation, et pour comprendre les événements historiques, ou leur envie de découverte ou de divertissement. On retrouve en fait ici le même dispositif, que ce qu'on appelle les écrans temporels chez les habitants de Apu. La même sorte de technologie. Mentionnons que sur Terre dans les années 1950, un physicien italien appelé Don Pellegrino Ernetti, devenu ensuite moine bénédictin, avait inventé un dispositif appelé chronoviseur, permettant de voir des événements du passé de n'importe quel lieu sur Terre. On pense qu'il avait eu l'aide du prix Nobel de physique Enrico Fermi. Il avait reçu ordre du Vatican de ne jamais rien révéler qui permette de le reproduire, et de rendre son appareil indisponible pour tous. Dans une certaine mesure, l'appareil pouvait aussi prédire le futur proche. Ernetti a expliqué au père Brune, qui a révélé publiquement l'histoire dans un livre, que la machine fonctionnait en détectant les images et les sons du passé, dont les ondes avaient fait interaction interférente, au niveau quantique avec la matière, et qui restait comme un signal très faible, qu'il fallait filtrer et amplifier. Il a déclaré que le pape Pie XII a interdit en 1994 toute divulgation de détails sur cet appareil, qui serait conservé quelque part au Vatican. Avant de mourir en 1994, le père Ernetti a écrit un courrier, insistant sur le fait que ce n'était pas un canular, mais une information réelle. Les habitants de Clarion sont inquiets pour l'avenir sur Terre. Avec le comportement belliqueux de guerre constant, et les armes nucléaires, ils craignent notre destruction totale. Ils agissent, par transfert de pensée aux masses, et à des dirigeants de la Terre, pour devenir plus pacifiques, afin de faire basculer les choses vers plus de positif. Ils constatent que leurs actions ont déjà porté des fruits, pour modifier notre futur. Là aussi on retrouve des informations convergentes avec d'autres contactés, où les extraterrestres expliquent agir pour modifier les comportements destructeurs humains, par des inductions psychiques, afin d'amener une plus grande harmonie sur Terre. Ils vénèrent une entité suprême, mais ils n'ont pas de livre saint, ou de religion. Ils suivent des règles d'amour du prochain, comme guide. Ils disposent de technologies de téléportation, qui leur sert de moyen de défense. Quand ils sont agressés, ils peuvent téléporter l'agresseur à distance, car ils ne veulent pas blesser ou tuer. Une démonstration de téléportation a été faite par Aura à Truman, d'une petite lampe de poche qu'il avait avec lui. Les habitants de Clarion vont et viennent sur Terre, en se mélangeant avec les terriens de façon incognito. Un soir Truman a vu Aura Renz passer dans la rue à Las Vegas, elle l'a reconnue et lui a fait un petit signe discret, et elle est partie rapidement, ne voulant pas de contact public. Une autre fois, il l'a vue dans un restaurant qui mangeait avec une autre personne. Elle a fait semblant de ne pas le connaître. Donc, ils sont en quelque sorte infiltrés. La femme de Truman ne le croyait pas, et lui disait de ne pas parler de son contact extraterrestre avec elle.
Truman a été contacté par George Adamski par courrier. Pour le rencontrer, il avait appris son cas par le bouche à oreille. Adamski était connu pour ses contacts extraterrestres au niveau mondial, et il a fait connaître Truman au monde entier aussi, en diffusant son histoire, enregistrée sur bande magnétique lors de leur rencontre. À partir de là, Truman a été invité à faire des conférences, et des passionnés d'OVNI venaient le déranger à sa porte ou en l'appelant à toute heure du jour ou de la nuit. Le soutien public d'Adamski a fait que sa femme s'est mise à le prendre plus au sérieux, et l'a suivi. Avec l'aide d'Adamski qui lui a trouvé un écrivain, en 1954 Truman a édité le livre « À bord d'une soucoupe volante » où il explique toute son histoire. Le 1er décembre 1955, Ora Rance entre dans la chambre de Truman qui dort seul, en arrivant par la porte du salon de la maison, où il réside en location de voyage. Elle est habillée comme d'habitude avec sa jupe rouge et béret, mais couverte d'un imperméable. Elle semble être arrivée par téléportation. Cela le réveille et il n'a pas le temps de lui dire quoi que ce soit, elle est là pour lui délivrer un message. Elle lui demande de créer un sanctuaire dans la région, où les personnes de toute race et religion peuvent se réunir, pour s'unir dans la paix et envoyer des pensées d'harmonie pour la planète, afin d'une action psychique des terriens de bonne volonté. Et elle repart immédiatement, vers le salon, à peine fini. Il veut la suivre, mais est immobilisé par une force qui le retient. Le lendemain matin, le voisin de la chambre à côté, lui dit avoir entendu le discours de la femme entrée dans la nuit, et répète tout le contenu. Truman n'avait donc pas halluciné. Il n'a pas pu demander à Ora pourquoi les contacts s'étaient arrêtés depuis 1952 car il n'a pas pu placer un mot. Et c'est la seule et dernière fois où il l'a revue. La femme de Truman demande le divorce en 1955, car il est trop obnubilé par Ora Rance, qu'elle voit comme une rivale depuis un moment, surtout avec la dernière apparition de nuit dans la chambre de son mari. Elle donnera même cet argument officiellement, lors du jugement de divorce. Il écrira 2 autres petits livres en 1957 et 1958. Il se servira de sa notoriété, pour faire un complément de revenus avec les conférences, livres vendus, et exercer une activité de conseiller spirituel. Il se remariera avec une passionnée d'OVNI, à une convention d'ufologie à Giant Rock en 1960, et vivra heureux ces dernières années jusqu'à son décès en 1969. Son dernier livre en cours de rédaction, qui retrace son parcours de vie, et reprend toute l'histoire de ses contacts, et les questions-réponses qui ont été faites dans les années avec le public, a été publié de façon posthume en 1970. Il est intitulé « Les messages des habitants de la planète Clarion ». Si vous êtes intéressé à en savoir plus, un article complet dont est issue cette vidéo résumée est à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez le lien vers l'article dans le descriptif attaché à cette vidéo.